venons-en à quelques remarques, quelques éléments d'analyse sur les enjeux de la semaine sur les marchés avec des temps forts autour de la Réserve fédérale américaine, notamment. C'est John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la Banque Mirabeau et compagnie. Bonjour John, bienvenue. Merci beaucoup. Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit et un calendrier de la Fed qui a été considérablement bousculé depuis la dernière réunion du mois de décembre, est-ce que la réunion de cette semaine, qui commence demain jusqu'à mercredi, revêt déjà une importance particulière en ce début d'année, John? Bonjour Grégoire. Oui, non pas dans une action concrète de la Réserve fédérale américaine, parce qu'on n'attend pas, globalement, on n'attend pas du tout de hausse de taux lors de cette réunion, mais plutôt dans la confirmation qu'on pourrait commencer ce cycle de hausse de taux à partir de mars. Donc ça, c'est très important. Il faut rappeler, vous l'avez dit, qu'il n'y a pas très longtemps, eh bien, on était passé, on a eu un mois de novembre et un mois de décembre, on a eu des nouvelles très importantes de la part de la Fed. D'abord, le mot transitoire a été enlevé. Après, on a appris que l'assouplissement, le quantitative easing allait s'accélérer. Et puis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, les minutes de la Fed qui ont été publiées il y a 2 semaines nous ont concrètement appris que, eh bien, il va y avoir des hausses de taux et le bilan de la Fed, ça c'est très important, le bilan de la Fed va être dégonflé. Donc oui, on devrait avoir ces confirmations mercredi soir. Bon, on suivra ça, effectivement, avec déjà beaucoup de discours, beaucoup d'éléments, beaucoup de conversations entre le nouveau schéma de la Réserve fédérale américaine et les marchés qui impliquent beaucoup des mouvements, en tout cas, qu'on retrouve aujourd'hui, John. Dans les éléments peut-être un peu plus nouveaux, en tout cas, là, on voit bien une tension qui monte depuis plusieurs jours maintenant autour de l'Ukraine. Tension, bien sûr, qui implique la Russie d'un côté et les pays occidentaux, l'Europe et les États-Unis de l'autre. Le marché déteste ce genre de risque géopolitique extrême. Quelles sont les implications de ces tensions, d'une poursuite de l'escalade éventuelle, John, et sur quel type de marché est-ce qu'on va retrouver peut-être des éléments à surveiller en lien avec la situation entre la Russie et l'Ukraine? D'abord, il faut rappeler, si on parle du sujet de la Fed, que c'est important, parce que si vous prenez historiquement, eh bien, les banques centrales, lorsqu'elles se retrouvent face à une situation où vous avez des tensions géopolitiques et une hausse de l'inflation, ce qui est exactement le cas aujourd'hui, ça pose un peu problème. Parce que si vous avez des fortes tensions géopolitiques, ça peut impacter la croissance. Et donc, évidemment, la Fed, dans une phase potentielle de décroissance, verrait mal la hausse des taux. Alors, on n'en est pas encore là, parce que ça, c'est dans les prémices. On voit qu'il y a une hausse des tensions ici. Alors, on peut essayer de faire des comparaisons par rapport à ce qui s'est passé en 2014, lorsque vous avez eu l'invasion de la Crimée. Le problème dans cette situation-là, et on s'en souvient en 2014, c'est que vous aviez le prix du baril qui baissait. Là, c'est absolument le contraire. Et si on regarde les estimations concernant le prix du baril, ce qui est très très important, JP Morgan, par exemple, voit une potentielle contraction de la production de 2,3 millions de barils jour. Qu'est-ce que ça veut dire? On arriverait très rapidement, selon eux, à $150 le prix du baril. $150, qu'est-ce que c'est? C'est le double du dernier trimestre qu'on a eu en 2021. Donc évidemment, là, il y a un game changer. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Une inflation plus haute, qu'on le veuille ou non, on peut dire transitoire, pas transitoire, mais à $150, il y a ce fameux effet de second tour. Et puis, deuxièmement, un impact sur la croissance, parce qu'on sait qu'avec un baril si haut, c'est un impact sur la croissance. Et puis, les estimations, aujourd'hui, toujours JP Morgan, affirment que si on devait monter donc à ces niveaux, ça pourrait impacter la croissance mondiale de 0,9% sur 2022. Donc on voit que là c'est très important. Alors après, évidemment, sur la Russie, on voit une baisse du rouble qui est aujourd'hui évidente, une baisse du rendement des treasuries, et puis évidemment, ça alimente globalement la volatilité qu'on a sur les marchés. On en parlait déjà à la fin de l'année passée ensemble, Grégoire. Évidemment, cette année est marquée par cette volatilité, et ça c'est important parce que les marchés n'aiment pas la volatilité. Alors, dire ici que rajouter des sanctions, je ne pense pas évidemment à une intervention armée, mais rajouter des sanctions sur la Russie, évidemment, ça n'a pas d'impact en propre sur l'évolution du S&P 500, mais c'est les interrogations et la volatilité qui ont des impacts sur le S&P 500. Bon,
Cumul de sujets, effectivement, qui viennent s'ajouter donc aux questions de marché fondamentales ou traditionnelles autour des politiques monétaires, avec ce risque géopolitique qui sera surveillé évidemment. On regardera ce qui se passe du côté de l'Italie, si je fais un peu la liste des sujets qu'on va surveiller ces prochains jours, John. Et puis bien sûr la question des résultats d'entreprise. Après la chute de 24% de Netflix sur sa publication vendredi, dans quel état d'esprit est-ce qu'on attend les résultats de Microsoft, Tesla et Apple cette semaine, John? C'est une très bonne question, parce que pour être très honnête, je ne connais pas un client ou quelqu'un qui n'a pas été surpris par la réaction sur Netflix. Donc là déjà, on a une chose. Et si vous regardez les résultats, ils sont pas si mauvais que ça, même si les prévisions sont un peu en deçà, mais ce n'est pas une catastrophe qui suggère une baisse de plus de 20%. Alors évidemment, le titre avait bien monté, évidemment, c'est un segment qui avait bien monté avec la technologie. Donc il faut faire un peu attention ici aux réactions qui sont extrêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur les prochains résultats d'entreprise? On voit que déjà, il y a une révision des bénéfices qui était plutôt à la hausse pour ces sociétés que vous venez de dire, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, que ce soit Amazon. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, ces entreprises avaient réussi face à l'inflation et même face à certains segments, notamment le fait qu'il y ait moins de puces, vous savez, les semi-conducteurs, eh bien, à rehausser leur prix sans que ça ait un impact sur leur marge pour certaines de ces entreprises. Donc, c'est très positif. Et puis, si on reprend Tesla, eh bien, Tesla, la semaine passée, nous a annoncé des ventes absolument records sur la Chine. Donc, globalement, si on regarde cette image, on se dit, pour une fois, eh bien, ces résultats pourraient être positifs et surtout positifs en bourse. Mais évidemment, vous venez de le dire, Netflix, la semaine passée, c'est la douche froide. Il suffit qu'il y ait un mot qui soit analysé de travers pour qu'on puisse avoir une consolidation là. Mais il faut rappeler ici, j'en suis persuadé, que ces valeurs de croissance ont toujours de la croissance. Et c'est important parce que si vous parlez d'une valeur de croissance qui arrive en fin de vie, en fin de cycle, voilà, soit. Mais ce n'est pas le cas pour ces entreprises-là. Donc c'est pour ça que les corrections qu'on a ou les consolidations qu'on a sur ce type de valeur, il faut essayer de les exploiter. Alors pas tout de suite, parce que quand on ne veut pas d'une valeur, si on ne veut pas de Netflix, on n'en veut pas. Mais il faudra voir, et c'est Wang qui le suggérait, que Netflix, on est arrivé à leur niveau de pré-pandémie, niveau de cours de bourse, alors que fondamentalement, il y a eu l'eau qui a coulé sous les ponts. Et que, évidemment, c'est une société qui a eu plus de contenu, plus d'abonnés, etc., etc. Mais pourtant, le cours de bourse ne reflète pas ça. Bon. Pour l'instant, il y a des vents contraires et une psychologie de marché, effectivement, qui est plutôt défavorable à ces valeurs. Mais on verra sur le plan fondamental, effectivement, si les résultats de la semaine, on citait Microsoft, Tesla, Apple, on aura LVMH également. On avait déjà une bonne surprise avec les ventes de Richemont, maison mère de Cartier la semaine dernière. On verra si ces résultats permettent de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Merci beaucoup, John. John Plassard, qui était avec nous par téléphone, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.